Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection géopolitique mondiale. Dirigé par Moyila Tshiyembe. L'objet de la collection géopolitique mondiale est de susciter les publications dont la vocation est double. D'une part, donner un sens aux mutations provoquées par la mondialisation, étant donné la perte des repères du monde ancien et la nécessité d'inventer des repères du monde nouveau. D'autre part, analyser la complexité des enjeux territoriaux, des rivalités intérêts et de stratégies qui poussent les acteurs à user de la force ou de la diplomatie, pour modifier ou tenter de modifier le rapport de force, ressources naturelles, humaines, culturelles, selon des idéologies qui les animent. À cette fin, la prospective et la pluridisciplinarité sont des approches privilégiées. Déjà paru. Willy Molengalingoto, Comprendre les sociétés multinationales, 2019. Willy Mbombo Mandembe, Patrice Onyenga Onyenga, Poutine et l'espace vital dans la Russie post-soviétique, 2019. Émile Ngoy Kasongo, La clé de l'émergence de l'économie congolaise, analyse critique et nouvelles orientations de politique économique, 2018. Jean-Pierre Lotoyilangobanga, Décentralisation chaotique en République démocratique du Congo, 2018. Jean Otemikongomandefuyasule, Guerre des méthodes en sciences sociales, du choix du paradigme épistémologique à l'évaluation des résultats, 2018. Moyila Tshiyembe, Dire, Relations internationales, une science appliquée au service du pouvoir, mélange en hommage au professeur Philippe Bioya, 2018. Fraternel Amuri Misako, Abdon Kaserkamahalibo, Jules Kaserkamahalibezo Jean Otemikongomanga. Dédicace. À ma famille. Rien n'est plus important que savoir changer sa façon de penser. Michel Foucault. Introduction. La démographie et la santé publique sont deux disciplines complémentaires qui entretiennent des liens très proches à cause notamment de la proximité de leur champ d'action. Elles font partie de ce que les anglo-saxons qualifient des sciences de la population, Mélé, Toulmont et Véron, 2011/5. Cette dernière dénomination est plurielle et englobe aussi toutes les autres disciplines qui s'intéressent aux questions de population. On ne peut pas concevoir une question de santé dans une communauté sans faire une réévaluation permanente et exacte de sa population de référence, c'est-à-dire sans connaître son effectif réel, sa vitesse de croissance et, selon le jargon propre aux sociologues, ses nombreuses caractéristiques d'identification sociale, qui creusent la différence comportementale entre individus. Au fait, il y a plusieurs variables démographiques, âge, sexe, niveau d'instruction, activité professionnelle, appartenance ethnique ou religieuse, taille de ménage, milieu de résidence, statut de résidence, etc., qui sont des variables explicatives d'une situation démographique et sanitaire observée, d'un accès différentiel des individus aux soins de santé. On peut dire au finish qu'à une structure démographique différente correspond aussi une utilisation différentielle des services de santé. Tous les pays au monde désirent des soins et services de santé de bonne qualité pour leur population. En conséquence, cette exigence demande, d'une part, de disposer d'un personnel soignant compétent, performant et en nombre suffisant pour couvrir les besoins et d'autre part, des informations statistiques fiables et disponibles, qui ne favorisent pas une évolution curviligne. Les données statistiques portent sur le nombre de professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, etc., la spécialisation de ce corps social ainsi que d'autres facteurs qui influencent son recrutement et sa mise à la retraite, le classement standardisé, normalisé, selon les variables d'identification sociale privilégiées des patients. Toutes ces informations peuvent être utilisées dans des modèles de projection démographique, en vue d'anticiper les besoins actuels et futurs et éviter une pénurie ou une surabondance des effectifs dans un espace donné. Dans une chaîne des soins, le médecin joue un rôle capital et doit faire l'objet de nombreux défis à relever en termes de planification et de renouvellement de ce corps social dont la communauté nationale a tant besoin. C'est pour cette raison qu'une orientation de la démographie appliquée, tournée vers les préoccupations sociales et sanitaires de la population est indispensable.
elle devient même une question de la bonne gouvernance. Ces préoccupations d'ordre sociétal invitent les gouvernantes et les gouvernés à la culture des chiffres, c'est-à-dire à la revalorisation des sources d'observation statistique, à la production et à la conservation des données chiffrées y afférentes. Entre le souhait, la fiction et la réalité, le fossé est trop profond. La réalité se situe toujours à l'outre-Atlantique. Depuis 1984, la République démocratique du Congo n'a pas effectué le recensement de sa population. En dépit de quelques enquêtes démographiques plus récentes, le flou persiste sur les vrais chiffres de la population congolaise. Faute de données fiables, les spéculations vont dans tous les sens parce que chacun a son chiffre qu'il croit détenir d'une institution de confiance. Comment faire foi à ces estimations ? La question est délicate, mais la réponse dépendrait de l'organisation certaine d'un recensement de la population. En attendant, on ne peut pas mettre un trait à la place de la République démocratique du Congo. On s'arrange pour qu'il ait un chiffre quelconque. Mieux vaut un faux chiffre que rien du tout, dit-on. Les outils statistiques peuvent être utilisés comme des instruments heuristiques permettant de produire des informations nouvelles d'un système probatoire dont le registre est celui des variables concomitantes, mais pas celui des tests. Autrement, on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler une sociologie des variables, mais dans une sociologie de l'argumentation. Les chiffres traduisent une logique de communication, ce sont des outils de l'administration de la preuve. Ils sont travaillés en profondeur par les enjeux qui relèvent de la conviction. C'est ce qu'essaient de mettre en scène les tableaux et les graphiques pour renchérir la pensée de Napoléon Bonaparte selon laquelle un court croquis vaut mieux qu'un long discours. Dans cet ouvrage, le message fort tourne autour de deux réalités ou domaines de la vie, à savoir la démographie et la santé publique. Par définition, la démographie est une science sociale qui s'intéresse aux mécanismes sociaux et biologiques de la reproduction humaine. À ce titre, il n'est pas du tout surprenant que le questionnement démographique soit replacé au cœur même de la réflexion sur la santé publique. L'évolution de l'impact démographique des politiques de santé n'est pas à démontrer. Ces politiques ont un effet réel et mesurable sur la mortalité, la santé de la reproduction, l'organisation générale du système sanitaire, hôpitaux, soins de santé primaires, qui sert d'interface à la population de référence. En outre, elles regroupent donc les actions préventives, la médecine curative, le changement de comportement des individus, l'amélioration de la nutrition et la campagne d'éducation sanitaire. La gestion de l'évaluation démographique d'une politique de santé revient à établir une causalité basée sur une observation statistique et un classement détaillé des individus, selon certaines variables privilégiées, sexe, âge, cause de décès, la finalité étant en fin de compte de dégager les tendances, les causes et les conséquences de cette évolution démographique. Un État moderne, soucieux de la bonne gouvernance, doit rétablir et maintenir un système de collecte et d'analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et compiler, à des fins démographiques, les données sur les naissances, les mariages, les décès, les divorces, etc. Il doit aussi maintenir ce système d'information sur la fréquence et la répartition des maladies. Ouellet et Lachapelle, 1978, Degré 2011. Ce n'est pas trop osé de dire que la population prépare le lit des maladies. Les variables démographiques sont des facteurs de mesure dans le domaine de la recherche socio-sanitaire. L'originalité de l'ouvrage réside dans cette mise en évidence de l'approche populationnelle, dans l'évaluation, la mesure de l'impact et la planification des programmes médico-sociaux, c'est-à-dire l'application des outils démographiques aux questions qui intéressent la santé publique en République démocratique du Congo. Elle consiste à mettre en balance les atouts et les vulnérabilités de ce vaste pays au cœur du continent africain, un pays où tous les espoirs sont permis qui, avec des méthodes de gestion orthodoxes et une gouvernance bien orientée vers les objectifs et l'action, ne tardera pas à booster son décollage économique et pourquoi pas celui de tout le continent. La République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins, le progrès ou la stagnation ? Comme ne cessent de le clamer les discours politiques, elle veut emprunter la voie de l'émergence économique, qui, de surcroît, nécessite un véritable changement des comportements et des mentalités. Toutes les nations qui ont emprunté cette voie n'ont pas non plus hésité de l'accompagner d'une transition démographique et d'une révolution contraceptive. Pourtier, 2018. Au Congo,
les indicateurs de la santé de reproduction ne semblent pas œuvrer dans cette logique. Les traditions et les mœurs répétitives constituent des embûches réelles du parcours. L'indice synthétique de fécondité reste parmi les plus élevés du continent et même du monde, 5,9 enfants par femme. Or, avec un tel niveau de fécondité, c'est difficile de tirer profit du dividende démographique. L'émergence économique paraît un leurre pour l'instant. Une meilleure santé repose sur un système d'échange des connaissances et de partage d'informations, qui facilite la prise des décisions allant dans le sens d'une amélioration de l'état de santé d'une population. Pour qu'un tel système fonctionne, il requiert des politiques et des orientations, des ressources aussi bien humaines, matérielles que financières. Les systèmes d'information statistique nationaux en Afrique subsaharienne, en général et en République démocratique du Congo, en particulier, demeurent insuffisants et trompeurs de la réalité démographique et sanitaire, Gervain 2013, 2014, Bédékara, Kling et Roubaud 2016. Les institutions de statistique africaines souffrent d'un manque criant des compétences et d'une gouvernance. Dans ses différents travaux sur cette question, Gervain 2013-2014, un grand historien de l'économie, n'a pas cessé de démontrer que la statistique publique connaît une forme de contestation publique en ce qui concerne son fonctionnement marqué par la raréfaction de ressources humaines et financières allouées par l'État depuis les années 1980. Devant une situation de crise sociopolitique profonde et rampante et surtout, la demande pressante des données chiffrées, on assiste à une recolonisation des pays africains par les institutions internationales du système des Nations Unies, PNUD, USAID, UNFPA, UNICEF, OMS, etc., qui ont privatisé et marginalisé la statistique publique pour imposer une culture de production des données massives. C'est dans cette perspective de manipulation qu'on insère la planification et l'organisation de grandes enquêtes démographiques et de santé, dont la survie dépend du maintien de financement par les bailleurs de fonds internationaux. Dès que ces bailleurs décident de se retirer, les États africains ne seront pas en mesure de s'assumer et d'assurer eux-mêmes la pérennisation de ces opérations. Devant cette fracture numérique, la question sur la qualité des statistiques officielles reste entière et mitigée. On se demande, cette situation prendrait-elle combien de temps pour une éventuelle amélioration ? Un des hommes politiques influents des États-Unis a dit « La plus grosse erreur dans la vie, c'est de n'avoir pas essayé. » Dans la plupart des cas, les statistiques hospitalières et d'état civil demeurent inexistantes. On observe que la mortalité a augmenté, mais quels sont les facteurs explicatifs de cette mortalité ? Quelles maladies sont à la base de la morbidité et mortalité croissante ? Quelle est leur fréquence ou résonance sociale ? Quels sont les grands groupes d'âge et de sexe les plus touchés ou affectés ? Quelle politique sanitaire formuler en réponse à ces états morbides ? Existe-t-il réellement des données chiffrées pour justifier une telle argumentation ? Le plus grand problème de la démographie et de la santé en République démocratique du Congo, et qui gêne tout effort de planification, est celui de visibilité ou invisibilité des statistiques officielles, Randall, 2016. Ce qui n'est pas à démontrer aujourd'hui, c'est le fait que le développement est une réalité sociale observable, mesurable et comparable. Pour cette raison, la culture statistique devient une nécessité pour saisir les progrès ou les échecs enregistrés dans la vie de chaque jour. Les données chiffrées sont une somme additionnelle d'une administration solide et disciplinée, tournée vers la culture des chiffres, production, recueil, conservation, classement harmonisé ou standardisé selon les groupes sociaux cibles. Les actions et les actes médicaux sont émis, mais en réalité, on vit comme si hier ressemblait à aujourd'hui, dans une routine journalière. On ne sait pas dire avec précision combien de médecins le pays dispose-t-il ? Quelle orientation prendre pour former les spécialistes de ce corps social ? Combien ont-ils atteint l'âge de la retraite ? Combien doit-on former ou importer pour combler la carence ? Avons-nous combien de médecins spécialistes ? Les centres de santé poussent comme des champignons, mais ils ne dressent aucun rapport statistique de leurs activités. La tâche est encore ardue. De même, les gens se soignent et fréquentent les centres de santé, mais on n'est pas en mesure de dire avec précision combien de personnes ont-elles souffert de paludisme au cours d'une période de temps donnée. Les structures de santé ne sont pas capables de fournir les décès par âge et par cause de décès.
C'est cette ventilation des données qui facilite de faire des comparaisons chronologiques et spatiales. Quand on analyse la fiche de consultation de malade, certaines variables de classement sont remplies avec une certaine légèreté. Pour preuve, la variable âge, qui est cruciale dans une étude approfondie des questions sanitaires, n'a que deux modalités. On est enfant ou adulte. L'exploitation d'une telle question devient problématique, parce qu'on ne connaît pas exactement les limites réelles de ces deux modalités. L'accès aux soins est fonction de l'âge de la personne malade. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, le comportement morbide change. Sur le certificat de décès, l'âge de la personne décédée n'est pas mentionné ni la cause de décès. Cela varie d'une structure de santé à une autre. Et l'adoption d'un modèle type de fiche devient une nécessité dans les structures de santé en République démocratique du Congo. Comme nous évoluons sur un terrain à plusieurs inconnus, une autre inconnue qui n'est pas de moindre, c'est cette appréhension sociale de ce qu'il conviendrait d'appeler spécialité de santé publique. Qui sont-ils ? Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la portée sociale de cette nouvelle branche de la santé. Fait-on la santé publique pour devenir qui dans la société ? Quelle est la différence fondamentale entre la médecine classique ou clinique et la santé publique ? Dans la pratique, tout le monde, même un tout petit enfant, a déjà vu et consulté un médecin dans sa vie et on le fait assez souvent. Que vient faire l'infirmier ou le médecin de santé publique ? Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau et de particulier à la société ? Le concept de spécialiste en santé publique n'est-il pas d'un usage redondant dans un environnement médical où infirmiers et médecins ont déjà acquis le droit de citer ? Cette coexistence conflictuelle ou émulative dans un même environnement ne soulèverait-elle pas de questionnements passionnés qui interpellent la conscience collective ? J'ai toujours demandé aux apprenants de me dire à quoi la formation en santé publique les prépare-t-elle à devenir dans la vie ? La réponse est plus vite donnée sans trop réfléchir, à devenir spécialiste de santé publique. Dis-moi qui tu es, et je t'indiquerai le contenu de la démographie qui te convienne. Arrivé tard dans la vie, tu fais partie de quel corps social existant pour éviter toute confusion possible ? Chauve-souris, dis-moi à quel règne animal tu appartiens ? On t'identifie comme oiseau ou comme souris ? Ou bien ta nature est-elle double, oiseau-souris ? À quel référentiel des métiers fait-on allusion quand il faudra t'identifier socialement ou professionnellement ? L'identité détermine la personnalité d'un individu, mais aussi et surtout sa filiation et permettant ainsi d'établir une distinction nette avec les autres catégories sociales. Quand on parle d'un infirmier, on évoque directement la personne qui apporte un réconfort dans les moments pénibles de la maladie. Son activité est concentrée dans le curatif et non dans la prévention. L'infirmier de santé publique, lui, a une vision toute particulière de l'homme et de sa santé. Il propose une alternative complémentaire dans le cadre des soins, de l'accompagnement et de la prévention. Il se distingue de l'infirmier tout court par le type d'approche, collectif pour la première et individuel pour le second, mais aussi et surtout par sa représentation de l'homme et de la santé. Quelle est la démarcation entre médecin de santé publique et médecin clinicien, sans que cette comparaison porte préjudice ni à la raison ni à la noblesse même de leur métier ? On peut comprendre la confusion, entretenue, qui a régné entre l'école de santé publique de Lubumbashi et l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur qui avait menacé de fermeture cette filière de formation. Dieu merci. Les choses se sont plus vite réglées autrement. Comme le disait Luambo dans une de ses chansons célèbres, Bandoki Basilite, on n'a pas encore mis fin au règne des sorciers. Les ennemis des autres, ceux qui n'aiment pas leur bonheur ni leur émergence, existent toujours. Dans la pratique comportementale, ce qui convient, c'est de savoir se défendre, savoir ce qu'on fait et le faire mieux. Au lieu de s'occuper des patients un par un comme le font les cliniciens, le médecin de santé publique a une vision axée sur l'amélioration de la santé de la population dans son ensemble. Il développe une activité plus orientée vers la gestion des projets et la promotion de la santé. Il supervise les actions afin de promouvoir la santé, la prévention et le diagnostic des maladies et assurer une prise en charge globale des problématiques de santé des patients, des communautés ou des populations. Là où le bas blesse, c'est quand on considère que ceux qui font cette filière d'études ne viennent pas tous du monde médical, mais plutôt de plusieurs autres horizons de connaissances.
On en trouve parmi eux les sociologues, les statisticiens, les historiens, les géographes, etc. Comment apprécier une spécialité aux contours complexes et qui embrasse tous les domaines du savoir humain? C'est là qu'il faut trouver non pas une faiblesse, mais plutôt une richesse et une voie de sortie ou même une force d'explication de la santé publique. Toutes ces questions ne sont pas posées dans un objectif de déranger ou de minimiser le rôle que ce corps social est appelé à jouer au sein de la société globale. La santé publique se préoccupe davantage de préserver l'état de santé de la population. Comment les structures de santé réagissent-elles dans leur environnement? Comment peut-on diminuer la consommation exagérée d'alcool et de tabac dans la population? Comment peut-on prévenir la population contre les épidémies ou les maladies à forte résonance sociale, Ebola, Sida, paludisme, etc. Comment sensibiliser la population sur le danger de l'insalubrité publique, qui est devenue une nouvelle manière de vivre en ville? Dans toute approche d'analyse et d'explication, la réalité est que si je ne comprends pas, je vous demande de m'expliquer. Selon l'encyclopédie libre Wikipédia, cette nouvelle discipline se démarque de la médecine sur 2 plans. Elle met l'accent sur la prévention plutôt que sur les traitements curatifs. Elle développe une approche de population, plutôt que de s'intéresser individuellement aux problèmes de santé des personnes, ce qui se traduit notamment par une adjonction des compétences qui relèvent des sciences humaines et sociales, sociologie, droit, économie, etc. Cette approche populationnelle peut s'exprimer, selon les pays, par l'expression d'une politique spécifique que l'on peut dénommer la politique de santé publique. En plus de l'introduction et de la conclusion, le contenu de cet ouvrage est articulé et segmenté en 6 chapitres principaux. Le premier chapitre est centré sur la définition et le rôle de la démographie. Le but de ce chapitre est de fournir au public une vue panoramique des accroissements possibles entre la démographie et la santé publique. La démographie congolaise est galopante et très marquée par une forte présence des jeunes dans la population totale, 58%. Cette démographie pose un réel défi politique, qui est un défi de développement et de santé, mortalité maternelle, infanto-juvénile, maladie de la petite enfance, malnutrition, croissance démographique, 3%. Le raisonnement est axé sur l'importance de cette discipline à l'analyse et l'explication des données socio-économiques et sanitaires, dans un contexte historique et sociologique propre à la République démocratique du Congo, pays constitué d'une mosaïque des tribus dont chacune défend sa propre identité historique et sociologique. La centralité du deuxième chapitre repose sur la santé publique proprement dite en République démocratique du Congo. Dans ce chapitre, on analyse le système de santé depuis son origine coloniale jusqu'à nos jours. C'est un système qui bat de l'aile et confronté à des difficultés d'orientation politique, de financement et d'organisation, manque de médicaments dans les hôpitaux, personnel médical insuffisant, délabrement des structures sanitaires, manque des données chiffrées pour faire l'autopsie de l'état de lieu, archives inexistantes, etc. Le tableau est sombre. Le troisième chapitre analyse la nécessité de mettre sur pied un système d'échange et de partage des informations démographiques et sanitaires. En matière d'entretien des archives, le Congo est une maison à tiroirs vides, sans papier, un pays caractérisé par une destruction méchante des documents de référence. On paie aujourd'hui les travailleurs, le soir du même jour, toutes les listes de paye se retrouvent sur le marché chez les vendeurs de beignets. En ce qui concerne les statistiques sanitaires, chaque structure fait ce que bon lui semble. Les centres de santé privés ne font aucun rapport de leurs activités à personne. C'est pour cette raison qu'on plaide pour un canevas type et harmonisé applicable à toute structure de santé, ce qui faciliterait le suivi et la comparaison des activités menées dans le domaine sanitaire. Le quatrième chapitre est axé sur les indicateurs de l'état et de la structure démographique, qui sont des variables essentielles d'utilisation et d'accès aux services de santé. La santé d'une population dépend essentiellement de sa pyramide par âge et par sexe. La structure pathologique et des dépenses de santé varient en fonction de l'âge et de genre. Le cinquième chapitre porte sur les indicateurs de la santé de reproduction. Au regard de l'indice synthétique de fécondité, la République démocratique du Congo patauge encore dans un modèle ancien, celui où les familles nombreuses constituent la règle et la prévalence contraceptive encore marginale. Ne faudra-t-il pas basculer de cette démographie de la pauvreté massive
pour emprunter la voie de la transition démographique? Est-ce que c'est la seule voie idéale, où tous les pays au monde doivent s'arranger? Ce n'est pas impossible de le penser. Il y a des pays qui ont emprunté cette voie, et qui ont réussi leur émergence économique. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Il suffit de se brancher sur les rails d'une orientation courageuse et soutenue par les axes d'une politique démographique, pour apprécier plus tard les résultats. Le 6e et dernier chapitre est axé sur les indicateurs de la morbidité et de la mortalité, comme gage du bien-être socio-économique de la population. Les enquêtes démographiques et de santé ont facilité une visibilité des données concernant la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Chapitre 1 – La démographie joue-t-elle un rôle dans le domaine de la santé publique? Le titre de ce premier chapitre du livre est interrogateur. Il pose une question qui nécessite une réponse appropriée qui ne soit pas dubitative ni hésitante, mais qui doit être donnée avec toute certitude. On dit souvent que la population est le lit des maladies. Chazard 2012. Par son effectif, sa vitesse de croissance, ses variables de la structure et de la dynamique, la démographie influence de manière explicite les questions de santé d'une population. Elle fournit les déterminants à l'utilisation des services de santé. Ce chapitre pose une question fondamentale de connexion entre la démographie et la santé publique, et plus précisément, celle liée aux fondamentaux de la connaissance démographique réelle des soignants, professionnels de santé et des soignés, patients, en République démocratique du Congo. Ce qui permet de saisir la quintessence de cet ouvrage. Les techniques actuelles des soins de santé dépendent d'un nombre croissant des professionnels de santé, qui travaillent en collaboration sous forme d'équipes interdisciplinaires. Ces personnes sont appelées des professionnels ainsi à cause de leur intervention dans l'administration des soins de santé prodigués aux malades et à la population. Lhomme et al. 2012, Tabuteau 2018. Avant d'analyser les liens entre la démographie et la santé publique, il s'avère indispensable de définir avant tout la démographie. 1.1. Qu'est-ce que la démographie? Définir la démographie n'est pas chose aisée. Il n'existe pas de définition consensuelle à cause de divergences multiples entre démographes, leur formation de base et la pratique de leur métier. Loriot et Vishnevskaya 2006 sur 701-704. On a toujours eu le souci de comprendre le pourquoi et le comment des évolutions des populations, ainsi que les liens que celles-ci entretiennent avec les autres mutations sociétales. Pour mieux comprendre ce besoin, le champ de la démographie est appelé à s'ouvrir aux autres disciplines sociales et médicales, santé publique, médecine, biologie, qui étudient les événements importants liés à la vie des hommes, en l'occurrence la naissance et la mort. C'est particulièrement dans cette optique d'analyse et de compréhension que je partage avec raison la définition qui a été proposée par Coleman, 2000 sur 27, quand il considère la démographie comme une étude statistique des processus de reproduction, de migration et de mort au sein de l'espèce humaine, dans leurs interactions avec la distribution et la dynamique des populations, et dans leurs causes et conséquences biologiques, environnementales et socio-économiques. La démographie étudie donc la population d'un point de vue quantitatif et qualitatif, à travers le temps et l'espace. Là encore, qu'on ne se perd pas dans de vieilles querelles entre quantité et qualité. Tout simplement, on peut dire qu'elle est une étude statistique des collectivités humaines, une science appliquée à la gestion quotidienne des besoins de population de référence. Elle s'occupe de l'état d'une population sous l'angle du nombre, effectif ou taille, de sa structure ou composition, âge, sexe, niveau d'instruction, activité professionnelle, ethnie, avec toute la connotation liée à ce concept tel qu'exprimé dans le titre phare de l'ouvrage de Chrétien et Prunier 2004, lieu de résidence, etc., et de la dynamique démographique, c'est-à-dire de tous les événements qui contribuent à la croissance de cette population, naissance, décès, mariage, maladie, divorce, migration, etc. L'ensemble de tous ces facteurs susmentionnés constitue ce qu'on appelle dans le jargon des démographes, variables démographiques, dont on connaît la pertinence dans l'explication et l'accès aux services de santé. La démographie est-elle réellement une science? Si la réponse est positive, s'agirait-il de quelle science? La démographie est une science, mais une science sociale.
Elle est une science parce qu'elle obéit à deux conditionnalités voulues et acceptées par les spécialistes de cette discipline. Elle a une méthode, analyse démographique ou ce que les spécialistes de santé publique appellent approche populationnelle, et un objet d'étude, variation d'effectifs d'une population. Cette discipline a un caractère abstrait à cause de son expression statistique qui donne des frissons aux apprenants. Il suffit de développer une petite expression mathématique devant l'auditoire pour constater tout de suite un changement d'humeur. Léridon et Toulmont, 1997/1, la qualifient de discipline quantitative, du fait qu'elle est fondée sur des observations numériques de la population. 1.2. Les approches d'analyse démographique. La démographie n'est pas seulement compter la population, mais c'est aussi et surtout analyser son évolution passée, actuelle et future, pour éclairer l'opinion sur ses bénéfices, ses multiples menaces ainsi que sur les dispositions à prendre pour éviter les conséquences fâcheuses qui peuvent en découler. Pour analyser les faits de population, on se sert d'outils quantitatifs, les ratios, les taux, les quotients, et on cherche aussi à comprendre les différentes approches d'analyse ainsi que les exigences méthodologiques en termes d'approche observationnelle et de collecte de données statistiques. À ce sujet, on distingue globalement deux approches classiques, à savoir l'approche longitudinale et l'approche transversale. L'approche longitudinale consiste à suivre une génération réelle d'individus tout au long de son existence ou sur une période plus ou moins longue, par exemple une cohorte de naissance 2010, et de savoir combien de membres de cette génération ont-ils survécu par exemple jusqu'au 5e anniversaire? Combien sont-ils décédés? Combien ont-ils échappé à la mortalité? Et quelle structure de maladie a occasionné leur décès? Toutes ces questions ne sont pas gratuites. Elles sont posées en vue de l'action ou des précautions à prendre pour améliorer les comportements prophylactiques. On dirait brièvement qu'une étude longitudinale est une étude résultant du suivi d'une population dans le temps, en fonction d'un événement de départ. Par contre, l'approche transversale consiste à étudier les caractéristiques d'une population à un moment donné, souvent une année. On peut par exemple observer le comportement démographique des femmes congolaises qui ont eu leur premier enfant au courant de l'année 2018, quel que soit leur âge ou génération. Faire attention au danger de la comparaison des indicateurs démographiques longitudinaux et transversaux. Callot, 1992. Si des générations correspondant à des âges jeunes décident, en raison d'évolution des mœurs ou des difficultés économiques, de retarder les naissances, l'indicateur conjoncturel de la fécondité va baisser, alors que la descendance finale réelle peut ou ne pas bouger puisqu'il s'agit d'un simple report de naissance. Il s'agit là de l'effet de calendrier. Figure 1. Diagramme de Lexis illustrant les approches d'analyse démographique. 1.3. Importance de la démographie. La démographie est une science statistique au service des sciences sociales. L'analyse populationnelle rapporte des données chiffrées à l'approfondissement de questions de santé publique. Les analyses des historiens ont souvent comme point de départ les données démographiques. Il en est de même en géographie. Les populations humaines ont tendance à se concentrer dans certains endroits de la planète parce qu'à ces endroits il y a de l'eau, de la terre fertile et la communication y est facile. Mazerolles 2005/12-16. La construction d'infrastructures publiques ou privées, hôpitaux, crèches, écoles, universités, etc., tient compte des données et des projections démographiques. Avant d'envisager une telle construction, il faut tenir compte du nombre total de la population, de sa structure par âge et par sexe et surtout de sa vitesse de croissance. Il est évident que les concepts démographiques sont fortement médiatisés à longueur de journée. Qui n'a jamais entendu parler de l'espérance de vie à la naissance? De la pyramide des âges? De la loi de mortalité ou de fécondité? Des concepts démographiques sont tellement abondants qu'on a fini par se demander si la démographie était une science, et ou un simple discours politique. Véron, 1995. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.